Pour faire avancer ces propositions et contrer ces attaques contre le statut, il faut à la fois du rapport de force, des propositions construites, et nous en avons, et une organisation du dialogue social. Yann, tu devrais pouvoir aborder la façon dont les particularités du dialogue social dans les instances de la haute fonction publique de l'État est cohérente avec la réforme qui nous a été présentée. Bon, j'ai pas une grande expérience, hein, comme je le disais, j'étais au conseil d'administration de l'ENA jusqu'en 2021, début 2021 et avec Fabien, j'ai participé à la première réunion de la formation, encadrement supérieur de l'État du CSFPE. Donc le sentiment que j'en ai, c'est que moi, c'est une discussion entre, on n'est pas dans une négociation, on n'est pas quand on siège dans un conseil d'administration, dans une formation spécialisée qui n'a pas de pouvoir particulier, qui n'a pas de pouvoir consultatif. D'autant que, comme je le disais tout à l'heure, s'agissant de la formation encadrement supérieur de l'État, l'administration était plutôt là pour nous dire des choses agréables, à savoir on allait augmenter la rémunération euh, des, euh, des administrateurs et de tous les membres des corps de la fonction, de la haute fonction publique à la faveur de la création d'un corps unique. Hein, parce qu'évidemment, on n'attrape pas. J'oublie la formule. Les mouches avec du vinaigre. Si. Voilà. Donc, c'est souvent comme ça que ça se passe quand on fusionne des corps, quand on fusionne des services, des collectivités territoriales. Pour acheter la paix sociale, on nivelle par le haut. Donc, une sorte de dialogue, d'instance de dialogue un peu informelle, euh, très respectueuse, bon, très bien, hein, pas du tout, euh, pas du tout tendue, dans lesquelles les organisations syndicales, et c'est encore plus le cas au conseil d'administration de l'ENA ou de l'INSP, où, bon, certes, on représente une organisation syndicale, mais on est plus un administrateur qu'un représentant syndical, quelque part. Hein, parce qu'on n'est pas confronté directement à l'administration. Vous avez dans un conseil d'administration des parlementaires, des, des élèves de l'école, des anciens élèves, voilà, des universités, donc des personnes qualifiées. Donc c'est quelque chose d'assez atypique et dont on peut d'ailleurs cerner rapidement les limites. D'ailleurs, j'en reviens à ce collège-là du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État. Alors, c'était une bonne manière d'aborder les choses, pour une première séance, de dire des choses agréables. Mais on nous a quand même caché les choses désagréables sur la rémunération. On nous a dit que très peu de choses de la rémunération indiciaire, parce que ça portait que sur la rémunération indiciaire, rien sur la rémunération accessoire. Or, qu'est-ce qu'on apprend avant-hier? C'est que la rémunération accessoire, elle va peser très fortement quand même sur la rémunération globale des encadrants supérieurs. Et que la rémunération mérite pesera encore plus au sein de cette rémunération indemnitaire. Et ça, on ne nous l'a pas dit au début octobre. On ne nous a pas non plus parlé de la rémunération indiciaire des emplois fonctionnels. On nous a juste donné quelques clés de compréhension, quelques éléments très généraux sur cet aspect-là. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on se rend compte avant-hier, à l'issue du Conseil des ministres, que, au sein de l'encadrement supérieur, il va y avoir des différences de rémunération très importantes. Voilà, donc il faudra peut-être attendre de voir comment les choses se dérouleront lorsque l'administration commencera à dire des choses un peu plus désagréables aux organisations syndicales lors des séances à venir. On nous en a, je crois qu'il y en a une de prévue début 23, donc on verra de quoi il s'agira. À toi, Christophe. Bon, je voulais juste réagir par rapport à ce que vient de nous dire Yann, parce que on a vécu ensemble la grève au sein donc de l'INSP. Ce qui m'a frappé, c'est que dès lors que nous avons demandé symbiose totale, puisque nous avions pris ces précautions avec les élèves, me semble-t-il, Yann, soit une saisine sérieuse du conseil d'administration, soit une saisine des GFP et
Nous avions même demandé qu'au moins une réunion soit organisée donc, par le cabinet ministériel. Nous avons essuyé des refus totalement irrecevables. Et donc, je voulais juste, avant ensuite de dire quelques mots un peu plus conséquents, je voudrais juste repointer ici qu'il y a véritablement un enjeu qui renvoie d'ailleurs à la conception que je partage toujours, développée par Jésus sur sommes-nous des fonctionnaires sujets ou sommes-nous des fonctionnaires citoyens? C'est le rôle et la place des organisations syndicales dans les IRP qui traitent de ces questions. En tant que tel, je pense que c'est un chantier sur lequel il nous faut donc poursuivre le travail, hein, puisque ce qui se passe là, moi, je le mets en corrélation, malheureusement, avec ce qui a été organisé par la loi du SOT. C'est-à-dire qu'on est dans une période où il y a une attaque, me semble-t-il, extrêmement conséquente. Je ne sais pas si c'est sans précédent, je me méfie toujours de ce genre de formule, contre, in fine, la démocratie au sein donc de la fonction publique. Et je pense que une des racines de notre discussion, c'est la question de la démocratie, du droit d'intervention des organisations syndicales et donc des personnels sur ces questions. Je souhaitais le dire parce que quand on a vécu cette période, ça m'a vraiment beaucoup frappé et je fais observer par ailleurs que nous avons un contentieux malgré X interpellations de la DGAFP et du cabinet du ministre qui n'est toujours pas réglé. C'est comment, par exemple, on construit le système de représentation, je parle bien là de représentativité syndicale, au sein, par exemple, des conseils d'administration, etc. Puisque ce que l'on a découvert dans la dernière période, c'est que dans des conditions totalement irrationnelles et qu'on refuse de nous expliquer, on s'apprête à dire il y a des organisations syndicales qui ont toute leur place au sein de conseils d'administration et il y en a d'autres qui n'ont pas leur place. Donc on a bien là, me semble-t-il, et j'entends ce que dit Jésus sur une revendication de présidence d'un certain nombre de choses par les organisations syndicales elles-mêmes, on a véritablement là, au moins à l'actif, je dirais, de notre discussion, on a un enjeu de démocratie à porter, nous, la CGT, et c'est d'ailleurs probablement un chantier qu'il faut travailler avec les autres organisations syndicales représentatives des personnels de la fonction publique, hein, puisque moi, ce que j'avais constaté, c'est qu'avec un certain nombre d'organisations syndicales, nous avions fait donc des interventions communes. Oui, alors je vais rebondir sur ces deux aspects-là. On voit bien que c'est idéologique, les formations. Donc, pour le coup, cette remise au pas des élèves administrateurs qui avaient revendiqué plus d'égalité dans le recrutement, du positionnement à partir du classement, alors qu'un certain nombre de postes étaient réservés à des contractuels, c'était simplement appliquer le droit. Donc, on est bien sur de l'arbitraire et sur de l'intervention autoritaire patronale. Voilà, c'est cet aspect-là, en réalité, qui est en jeu. C'est d'évidence pas les élèves qui sont là pour une période de 21 mois ou 18 mois, selon les promotions, qui peuvent modifier structurellement la manière de fonctionner de ce type d'établissement. C'est davantage le fait de syndiquer un certain nombre de cadres qui produisent la formation. C'est le cas au CNFPT, puisqu'à un moment, il est co-géré par les organisations syndicales et les employeurs publics. On a une maîtrise sur les contenus de formation. On a un organisme, un Conseil national d'orientation qui définit les orientations de formation pour les 2 millions de fonctionnaires territoriaux, qui contrôle les modules de formation. Il y a de la recherche et de la prospective. Et puis, on a aussi des entretiens territoriaux
de Strasbourg tous les ans, c'est-à-dire qui réunit tous les cadres de dirigeants des collectivités avec les élus, le ministère d'ailleurs, la fonction publique, pour réfléchir aux chantiers et aux transformations sur les mutations de la fonction publique. Donc c'est avec des formes d'ateliers, de rencontres, et la CGT tient un atelier. Et là où je vais revenir, c'est sur la rémunération, parce que dans le sondage que Logic a fait avec Secafi et Viavos, le baromètre Logic, les rémunérations, c'est la deuxième préoccupation des fonctionnaires de la fonction publique. Hein, on a retiré les éléments de la fonction publique, on a fait une page spéciale dans le dernier numéro sur le travail hybride, et c'est pire qu'à l'État. Ils subissent des déséquilibres sur la vie professionnelle et la vie privée, soit en cadre supérieur ou pas, hein, en cadre tout court. On a des salaires qui sont complètement dévalorisés, et là-dessus, c'est un élément quand même important. Dans la territoriale, un attaché, il est entre 1700, 1800 et 3000 euros fin de carrière en premier grade. Un administrateur territorial, il monte à 4005. Hein. Un fonctionnaire de l'État, il me semble qu'on est sur un rapport entre 6 000 et 10 000 euros, si je ne me trompe pas. On a dans le privé des cadres qui touchent entre 15 000 et 20 000 euros. Notamment, j'étais un mouvement social de ADP Aéroport dernièrement, et le camarade nous disait que le niveau 1, donc, touchait 20 000 euros par mois, hein, le cadre. Donc, vous voyez que rien que dans l'encadrement, la réalité des missions exercées qui sont autant complexes et du même niveau de responsabilité, on a des échelles de valeur de représentation du travail qui sont différentes par les employeurs. Donc, il y a besoin d'unifier ça. Ça, c'est le premier élément. La prime de responsabilité, elle existe dans la territoriale, et les cadres de direction, ils se le croient eux-mêmes, puisqu'ils proposent à l'employeur un arrêté, une délibération votée au conseil municipal, dans lesquels ils se mettent le taux le plus important de la part variable. Mais ils réduisent cette part variable, sur Z, cette part fonction, aux autres, cette part résultat aux autres. Donc ça, c'est un élément que je voulais apporter. C'est pour ça que je pense aussi qu'on doit avoir une réflexion sur est-ce qu'il ne faut pas des corps d'inspection rattachés à une administration juridique pour, s'opposer à l'extension de la contractualisation et donc de la partialité, de la corruption. Nous, on le voit dans la territoriale. On a beau faire des contentieux et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'employeurs qui passent outre les alertes qu'on fait, les recours gracieux. Et même quand il y a un recours contentieux et puis un jugement défaveur de la décision de l'autorité territoriale, une vraie difficulté à faire appliquer le droit. Donc ça, je pense qu'il y a peut-être besoin de renforcer nos instances de justice sociale et collective. Ça, c'est le premier élément. Et puis, il y a le deuxième élément qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'employeurs territoriaux qui sont d'une forme de fatalité. Et qu'on a, alors ça revient à la première intervention de Christophe tout à l'heure, le mécanisme de la LOLF qui réduit les possibilités d'initiative et de développement des services publics. C'est un débat qu'on a eu dans notre table ronde sur les cabinets de conseil le 15 novembre, dans lequel on avait invité le collectif Nos services publics, et le magistrat qui était présent, Arnaud Bontemps, expliquait que... Et donc voilà, donc pour le coup, il nous faut aussi une loi sur les finances locales et les finances publiques qui aille à contre-courant, une vraie réforme systémique, qui aille à contre-courant des politiques d'austérité et qui redonne aux collectivités de la souplesse et de la possibilité de développer des politiques publiques par des fiscalités locales et des finances locales, et aux administrations de pouvoir se développer avec des emplois publics qualifiés, et beaucoup des fonctionnaires. Voilà. Une petite, peut-être, dernière observation, si je peux me permettre, concernant la rémunération des hauts fonctionnaires. Il est très important de voir que ce qui est proposé est en fait en train de préparer la possibilité de passer d'une retraite calculée sur les 6 derniers mois à une retraite calculée sur les 25 meilleures années, puisque maintenant, pour l'encadrement supérieur de l'État, le principe qu'on a une hausse très rapide de la rémunération pendant la première partie de la carrière et ensuite un plateau est acquis. Et l'organisation de la rémunération se structure de cette façon, comme l'actualité quand même a une réforme des retraites. On voit bien que la prochaine étape, même si aujourd'hui le régime des fonctionnaires est maintenu,
on est déjà en train de préparer la première étape en changeant la construction de la rémunération pour toute une catégorie d'encadrement supérieur. On est en train, dans le cadre des discussions sur les enseignants, à avoir la même logique qui s'applique, c'est-à-dire une hausse de la rémunération sur la première partie de carrière, mais aucune proposition sur la deuxième partie de carrière. Et on voit bien que l'enjeu des discussions du début de l'année 2023 pour toute la fonction publique sur la construction de la rémunération des fonctionnaires et aussi d'avoir ce type de construction de la rémunération qui facilitera non seulement un éventuel passage aux 25 meilleures années et donc une sortie du régime spécial de retraite des fonctionnaires, mais surtout, ce que ça va favoriser, c'est une sortie du statut, parce que c'est quand même l'enjeu essentiel. Donc, je voulais quand même faire cette observation. Est-ce que vous avez des observations supplémentaires à faire, chacun d'entre vous, avant qu'on passe aux conclusions? Non? Ouais, Oui? juste pour répondre aux 3 points qui ont été abordés notamment par Christophe sur cette expérience à l'ENA, de ce mouvement à l'ENA, c'est vrai que c'était assez intéressant de voir dans quelle mesure on a été sollicité par des élèves qui étaient déterminés, qui donc ont fait grève, étaient prêts à refaire grève parce qu'ils voyaient bien qu'ils n'avaient pas de réponse, qui envisageaient même un contentieux, et on leur a dit qu'on était à leur service. Et puis, bon, il y a un moment où ça a pris quand même des proportions importantes, une certaine médiatisation. On a répondu à de nombreux journalistes, ils ont eux-mêmes été sollicités. Et à partir de là, le politique, évidemment, qui s'empare de la chose. Des élèves eux-mêmes qui sont au début d'une carrière dans la haute fonction publique, donc qui bon, sont quand même assez prudents, on les comprend. Et donc, des concessions qui leur sont faites, mais avec une contrepartie. C'est on arrête le mouvement et on arrête de parler à la presse. Voilà, c'est ce qui s'est passé. S'agissant de la démocratie sociale, mon expérience montre en fait que, et ce qu'on a vu avec Fabien, c'est que, bon, dans ces cadres de discussion, vous avez 2 approches syndicales, hein, une fois de plus, hein, la revendication et puis l'accompagnement. Ce que j'ai pu voir à l'ENA ou à cette réunion du collège, c'est que bon, il y a ceux qui votent les budgets et les réformes et puis ceux qui les critiquent. Donc on sait très bien que le nerf de la guerre, c'est un combat intersyndical, mais bon, les interlocuteurs qui se sont choisis dans les instances représentatives, notamment les conseils d'administration, les interlocuteurs syndicaux, ne sont pas forcément ceux qui sont les plus revendicatifs à l'heure actuelle. Donc, c'est difficile de se retrouver avec certaines organisations. Voilà, c'est malheureusement les limites de l'exercice. Et puis, une dernière chose sur le baromètre et sur les attentes des agents publics avec en effet la rémunération qui vient en tête. Il y a également, je pense, les conditions de travail. Et s'agissant de la haute fonction publique, de l'encadrement supérieur, c'est quelque chose de très important. Je ne dis pas que ce n'est pas plus important qu'ailleurs, mais on sait très bien que quand on exerce des fonctions d'encadrement, qu'on se situe entre le pouvoir politique, décisionnel et la gestion des agents, qu'on doit gérer des injonctions contradictoires. On s'expose soi-même à un risque de souffrance au travail, à des risques psychosociaux, des risques que les hauts fonctionnaires y compris acceptent de moins en moins. Et on observe aujourd'hui vraiment un phénomène générationnel avec des jeunes qui aspirent beaucoup plus à une meilleure articulation entre la vie privée et la vie professionnelle. Et ça, il faut absolument et je sais qu'à la CGT, on l'a largement en tête, dans la mesure où, une fois de plus, la fonction publique française, et je rejoins cette idée de faire des comparaisons internationales, elle fonctionne n'importe comment, et surtout dans les milieux technocratiques, où la norme, c'est de bosser 40, 50, 60, 70 heures, 80 heures, 100 heures par semaine. Je n'exagère pas. Et ça perd complètement de sens d'arriver à 8h30 du matin, de rester jusqu'à 10h, 11h du soir. Ça, les jeunes l'acceptent de moins en moins. Et là-dessus, il faut quand même qu'on progresse parce que dans d'autres pays, notamment des pays du Nord, on travaille beaucoup moins. Et là, pour le coup, on arrive à travailler mieux. J'en suis sûr. Mais peut-être parce qu'on a un politique un peu plus cohérent et des politiques publiques qui sont construites de manière plus sérieuse.